Nous sommes de retour pour parler cette fois des perspectives et tendances du marché de la gestion d'actifs en Europe avec Carlos Pardo. Alors Carlos, vous êtes directeur des études économiques à l'Association française de la gestion financière, l'AFG. Ce qui vous caractérise, c'est que vous avez beaucoup voyagé, mais la France est votre lieu de prédilection. Vous avez aussi enseigné à l'université en France, à l'étranger. Puis à signaler également, vous avez écrit un ouvrage publié au PUF intitulé « Les 100 mots de la gestion d'actifs ». Carlos Pardo, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette réception. En fait, je n'ai pas beaucoup voyagé. Je me suis beaucoup déplacé, c'est tout. Mais bon, c'est l'Europe. Hein. Et alors, on m'a invité pour parler sur les tendances et les perspectives dans des très anciens tableaux de la gestion d'actifs en Europe. Bon, je fais une petite présentation, comme toujours, avec des graphiques. Donc, je vais réagir à deux points quand même, qui ont été soulignés pendant la table ronde. Je suis mauvais élève, j'étais en retard, donc je n'assistais qu'à la table ronde. Alors, les nouvelles ne sont pas mauvaises, hein, parce qu'on commence à être un peu habitué à ne donner que les mauvaises nouvelles ces derniers temps en France. Alors, comment on les fait filer avec les... Excusez-moi, parce que je ne vois pas les flèches de... C'est peut-être avec ça, non? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, les nouvelles au niveau européen, au niveau global, donc j'ai collecté des données de l'EFAMA. Donc, les données plutôt sont positives. Vous voyez, il y a une augmentation, quand même, un volume assez important de la matière gérée. Et donc, si on calcule depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on a grosso modo un taux de croissance de la matière gérée et l'autre à peu près 6%. C'est plutôt bien. Après les trous d'air, n'est-ce pas, 2008, jusqu'à là, tout va bien. Après, on connaît un nouveau petit trou d'air en 2011, n'est-ce pas? Mais globalement, comme vous regardez en fait l'évolution en 2013, les choses sont relativement positives. 500 milliards en fait d'euros sous gestion, ça veut dire 500 milliards aussi je vous rappelle que 500 milliards d'euros qui sont investis à l'économie. Il ne faut jamais oublier ça, que ces bâtons bleus tout à fait anodins, et c'est, outre les faits, n'est-ce pas, et c'est la première raison de la gestion de permettre la gestion d'actifs, n'est-ce pas, des patrimoines des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou individuels. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on dit souvent aux autorités. Ça ne rapporte pas seulement des sous, n'est-ce pas, des bénéfices aux clients, mais aussi ça permet de financer l'économie. Il ne faut pas l'oublier. Je ne pense pas que ce soit les premiers motifs de la gestion. La gestion est là pour apporter, n'est-ce pas, des résultats pour les clients et ensuite par ricochet, n'est-ce pas, et des financements de l'économie. Donc, les résultats sont globalement bons. Alors, le seul quoi qu'en fait, on va les dire, en fait, parce qu'il ne faut pas être triomphaliste à 100%, n'est-ce pas, c'est les fameux 60-40 que j'ai mis là. Donc, une bonne partie de la croissance des actifs ces dernières années, et en particulier en 2012-2013, c'est dû à l'effet des marchés. Ça, c'est bien. Lorsque les marchés se portent bien, il ne faut pas faire, comment dirais-je, mauvaise figure, mauvaise mine. Mais ça dénote quand même une certaine fragilité de l'activité, un tout petit peu une image, n'est-ce pas, de l'activité économique. Lorsque vous avez 60, parfois même 70% de la croissance qu'on peut attribuer à l'effet des marchés, ça veut dire qu'il y en a 30% de la croissance ou 40%, ça vient de l'argent frais. C'est très bien, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Certains parmi vous, ici à la salle, c'est des anciens ou toujours en activité des gérants d'actifs, savent très bien en fait que la véritable contribution, n'est-ce pas, à la croissance vient majoritairement de l'argent frais. Bon, alors, mais il ne faut pas vous dire ça avec plaisir, comme on dit, donc il y a une croissance qui est belle. Alors, il y a là-dedans, derrière cette croissance, en fait, si on ne prend que ce qu'on appelle aujourd'hui en bon français UCITS, n'est-ce pas, les OPCVM qui sont coordonnés, ou plus ou moins coordonnés, ou qui sont susceptibles, n'est-ce pas, d'être commercialisés à l'intérieur de l'Union européenne, dans différents pays. Alors,
les trends sont un tout petit peu, les tendances sont un tout petit peu plus heurtées. Vous voyez du côté des actions, donc là c'est un message surtout pour les investisseurs institutionnels qui ont des contraintes, comme tout le monde, n'est-ce pas? En matière d'actions, si on considère les volumes, la croissance en fait n'est pas terrible. Donc on est un tout petit peu en dessus du niveau de 2006-2007. Donc, mais grosso modo, si on calcule en fait la croissance entre 2007 et 2013, fin 2013, n'est-ce pas, même à la date d'aujourd'hui, on a un taux de croissance annuel à peu près l'ordre de 1%. Ça fait faible. En français, et lorsqu'on considère que là, il y a beaucoup d'effets de marché aussi, n'est-ce pas, surtout ces derniers temps, ça veut dire que globalement, les subscriptions nettes ne sont pas au rendez-vous. Et ça, c'est embêtant. C'est un discours que nous, on répète en continuité au pouvoir public, pas seulement en France, on le dit au niveau européen. Il y a un problème là-dedans, donc c'est que les produits en action n'attirent pas suffisamment les investisseurs institutionnels ou individuels. Donc nous, on ne tire pas la pierre sur les investisseurs institutionnels. On sait objectivement qu'il y a un problème là-dedans. L'investissement en action en Europe est faible. Alors, pareil pour les obligations. Les obligations, il y a eu des chutes aussi. Vous voyez, la crise a impacté sur tous les trois types, n'est-ce pas, d'actifs qui sont les actions, les obligations et les monétaires en 2008. À l'époque, ce qui avait monté très vite, c'était les monétaires. J'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure sur les monétaires, n'est-ce pas? Alors, les monétaires, quand même, c'est un autre outil d'investissement qu'il ne faut pas dédaigner. J'ai entendu qu'il vaut mieux aujourd'hui investir dans les mandats. N'empêche que nous, à l'AFG, on continue de se battre, et au niveau européen aussi, pour essayer, d'une certaine manière, de restaurer l'image des monétaires et surtout à lever les pesanteurs réglementaires qui commencent à avoir de plus en plus. Je vous rappelle que le monétaire, outre le fait de gérer la liquidité la liquidité en partie n'est-ce pas, des investisseurs, c'est un outil qui a relativement bon marché pour cela aussi. Les monétaires servent à beaucoup de choses. Et parmi d'autres, en fait, les monétaires en continu, en fait, si on considère, même si c'est des produits à court terme, financent largement la liquidité des banques. Alors, je sais que les investisseurs ne sont pas là pour financer les banques, nous le savons à l'AFG, mais lorsque vous avez une économie qui fonctionne bien, il vaut mieux avoir des banques qui sont liquides à avoir des banques en fait, qui ont besoin d'aller à la Banque centrale européenne ou je ne sais pas où pour aller chercher liquidité. Depuis quelques temps, nous, on ne se fatigue jamais d'ailleurs à le dire. La gestion pour compte des tiers joue un rôle important en France en particulier, aux États-Unis aussi c'est le cas, en matière en fait d'apport de liquidité sur les marchés, tout en servant des rémunérations, peut-être pas aujourd'hui autant qu'hier, mais des rémunérations qui sont en phase avec les marchés. Donc vous avez ces quatre tendances, donc des actions quand même qui croissent, mais à un niveau relativement faible. Les obligations qui se portent un tout petit peu mieux, ça vous les connaissez, surtout les produits obligataires relativement courts et corporate, n'est-ce pas? Et les diversifiés qui, on va utiliser un terme bien français, qui poireautent un tout petit peu. Mais comment dirais-je, la classe active, en fait, on va dire, si on peut dire comme ça, parmi les OPCVM, c'est surtout les obligataires qui avaient gagné pas mal des terrains ces dernières années. C'était un tout petit peu le produit refuge. Alors ça, c'est au niveau européen. On est toujours au niveau européen. Là, je mis justement, vous voyez, les OPCVM actions pesaient 36% en 2013, alors qu'avant la crise, c'était l'ordre de 42% à peu près. C'était beaucoup plus important qu'aujourd'hui, et on connaît les raisons. Alors, ça, c'est la concentration, n'est-ce pas, est un phénomène qui caractérise les marchés des fonds des OPCVM, n'est-ce pas? Là, on parle des UCITS, encore une fois, c'est des fonds surtout... surtout tous les fonds confondus. Donc, là, vous avez quand même un phénomène que tout le monde connaît, n'est-ce pas? C'est la montée en puissance, pas tellement de Luxembourg aujourd'hui, mais surtout l'Irlande. Donc, deux marchés offshore, n'est-ce pas, qui ont tendance quand même à être les lieux d'où les sociétés de gestion européennes, y compris les françaises, n'est-ce pas? Le Luxembourg a été inventé comme l'Irlande, en fait, pas par eux-mêmes, mais par les
par les sociétés de gestion, les investisseurs des différents pays. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale, un tout petit peu irritante en fait pour nous en France, parce qu'on a fait beaucoup cocorico sur le fait qu'on était les principales, jusqu'à pendant longtemps les principaux marchés de la domiciliation des fonds. Aujourd'hui, et depuis 2004 à peu près, c'est plus le cas. C'est le Luxembourg, n'est-ce pas, qui est la principale place de domiciliation. On va voir après que c'est les fonds luxembourgeois qui collectent le plus. Et on retrouve là l'Irlande quand même qui monte très très vite. En fait, chaque année, grosso modo, l'Irlande croît à un rythme à peu près par rapport à la moyenne, deux fois et demi plus forte que la moyenne européenne. Donc là, il y a une concentration de la domiciliation, j'insiste bien. Domiciliation, ça veut dire c'est les lieux d'administration des fonds surtout. Ça fait une différence par rapport à ce qu'on montrait là, au lieu où se fait la gestion financière. Alors, c'est important de faire la différence. Vous le savez, j'enforce certainement des portes ouvertes. La gestion financière, c'est important dans le sens que c'est là qu'on trouve, on va dire, sans comment dirais-je, mépriser les autres métiers. Mais c'est là que se trouve la partie la plus noble du métier, n'est-ce pas, là où on trouve là tout ce qui est les front office, n'est-ce pas, les métiers à valeur ajoutée, on va dire, propres à la gestion, le cœur de métier, comme on dit. Pour le moment, si vous voulez, le leadership est partagé en Europe, si on considère l'endroit où sont gérés les actifs, qu'ils soient domiciliés au Luxembourg, en Irlande, en France, etc. Il y a toujours des lieux de gestion. Et il y a trois places, n'est-ce pas, donc les Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, n'est-ce pas, qui sont en tête. Il y a une certaine logique à cela, dans la mesure où ces trois pays, quand même, c'est les principales économies de l'Europe, donc d'où les titres que j'ai mis là, qu'en général la gestion se trouve là où se trouve l'épargne. Ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, en Italie, vous voyez, l'Italie, c'est un pays qui a beaucoup perdu de poids en termes relatifs. On parle beaucoup du poids, pareil l'Espagne, qui remonte ces derniers temps, mais n'empêche que il y a quand même, pour le moment, on garde quand même un certain optimisme concernant la place du marché de la gestion financière français. Et là, vous voyez un trait rouge, n'est-ce pas, les États-Unis. Hein, c'est sympathique, n'est-ce pas, on est en pleine Europe, n'est-ce pas, et les lieux de gestion, l'un des lieux de gestion importants, n'est-ce pas, des fonds européens, n'est-ce pas, des fonds domiciliés en Europe qui vont être gérés ailleurs. Les États-Unis, n'est-ce pas, avec une part de marché croissante. Moi, j'ai tendance plutôt à dire c'est plutôt un signe comme quoi les OPCVM, c'est des produits de qualité. Je ne vois pas pourquoi, en fait, les Américains viendraient chercher des produits de mauvaise qualité en Europe, mais ça inquiète aussi beaucoup de gérants, se disant que va-t-il se passer le jour où les Américains vont gérer 25-33% des fonds domiciliés en Europe. C'est ça la traduction. Donc, pour le moment, il y a trois, comme je dis, il y a trois industries qui se portent très bien. Il y a les Suisses aussi, les marchés suisses qui montent très, très, très vite. Les Suisses ont tendance à rapatrier de plus en plus de gestion. Les Anglais aussi. Les Anglais, quand même, ont la chance d'avoir un peu plus de sens du lobby, n'est-ce pas? Il y a eu un rapport qui a été publié il me semble, il y a 3 ans déjà, avec leur ministre des Finances. On n'a jamais vu en France un rapport de l'AFG signé en collaboration avec les ministres des Finances en France, au contraire. Et donc, le ministre des Finances britannique a signé un document d'une 60aine de pages en faisant la promotion de la place et en disant « Nous devons en faire rapatrier les actifs, les fonds du droit, quels que soient les droits, pour qu'ils soient gérés au Royaume-Uni. » C'était un message très, très clair. Ça se concrétise d'une certaine manière par la montée en puissance du Royaume-Uni dans la courbe mauve que vous voyez là. Donc les Anglais montent, et les Anglais se renforcent en matière de gestion financière. Ce n'était pas le cas encore au début des crises. C'était à peu près, vous voyez, à un niveau quand même bien inférieur à celui d'aujourd'hui. Alors, ça c'est des choses qui fâchent un peu plus. Donc, avant de dire ça, quand même, tout est relatif. Il y a beaucoup de choses qui sont relatives. N'oublions pas que lorsqu'on a les parts de marché là, la taille en fait des marchés respectifs. La France pèse à peu près, lorsque les 18% que vous avez là, c'est à peu près quelques 1500 milliards d'euros sous gestion, sous forme de PCVM. Donc c'est un marché quand même
détail, même s'il y a une petite, n'est-ce pas, si la part des marchés a tendance à diminuer, ça reste quand même un marché énorme, et donc 1500 milliards comparativement au PIB, ça fait quand même des montants assez colossaux. Alors, et ça c'est, avant de dire ça, parce que les nouvelles sont moins bonnes là, du côté de la collecte, vous avez, lorsqu'on considère la collecte selon les lieux de domiciliation des fonds, là c'est en béton, vous voyez, il y a sur les 9 premiers mois de l'année 2013, donc il y a quelques 180 milliards d'euros qui ont été collectés sur la base en fait, des fonds domiciliés en Europe. Vous voyez que le Luxembourg et l'Irlande se taillent la part des lions, n'est-ce pas, quelques 160 milliards, 160 sur 180, ça fait même pas la peine de calculer le pourcentage, c'est écrasant, c'est vraiment écrasant. Et ça c'est pour la totalité des actifs collectés, n'est-ce pas? Et lorsque vous allez aux différentes catégories, vous voyez qu'il y a des manières, sauf pour les diversifier, n'est-ce pas? C'est toujours Luxembourg-Irlande, etc. Et sur des montants quand même qui dépassent largement les troisièmes ou les quatrièmes. Donc il y a une polarisation, n'est-ce pas, de la collecte autour des produits domiciliés sur deux marchés, ça c'est indéniable. Et ce qui est plus gênant pour nous, puisqu'on parlait de la France un tout petit peu, de temps en temps il faut se regarder soi-même. Moi, c'est pas par plaisir que j'ai mis les chiffres de la France en bas, mais vous voyez par rapport aux 180 milliards collectés nets, la France a décollecté quelques 60 milliards, n'est-ce pas? Une bonne partie, je n'ai pas voulu alourdir la slide qui est déjà suffisamment lourde, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas mis les monétaires, surtout il y a eu quelques 38 milliards de sorties dans les monétaires. Pitié, les monétaires, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un beau produit, c'est un produit bien français, c'est un produit qui se vendait bien. Aujourd'hui, quand même, il y a des sorties massives depuis quelques temps. Donc voilà, dans toutes les catégories, donc là où vous retrouvez les actions, vous voyez, c'est au niveau européen, là aussi, on voit que la collecte est 64 milliards. Je vous rappelle qu'il y a, avant la crise, grosso modo, la collecte au niveau européen pour les OPCM actions, c'était l'ordre à peu près dans le 150 milliards à peu près. Donc là aussi, il y a un problème de volume. Donc il n'y a pas que la concentration, que la polarisation, mais les volumes ont diminué. Je n'ai pas voulu rajouter les acteurs en fait, qui collectent, mais lorsqu'on regarde aujourd'hui en Europe la collecte par acteur, on retrouve les mêmes panoramas. Vous prenez que ce soit la totalité de la collecte ou par type, il y a toujours 4 et 5 sociétés qui collectent grosso modo 80-90% de la totalité. Il n'y a pas de mystère, il ne faut pas faire de mystère là-dessus. Et vous le savez bien, en fait, les 4 principaux collecteurs de fonds en Europe, d'actifs en Europe, ce sont des sociétés pas anglo-américaines, mais plutôt américano-anglaises. C'est des groupes, en fait, de gestion américains qui viennent en Europe quand même et qui, j'insiste bien, comme nos fonds sont très lourds, ils sont très compliqués, etc., je le dis un tout petit peu avec un peu d'ironie, bien entendu, et les Américains aiment les marchés européens. Donc les Américains exportent beaucoup à partir de leur plateforme au Luxembourg ou en Irlande, et ils se servent bien, n'est-ce pas, du label UCITS. Ça, c'est la marque, encore une fois, je dis, d'une réussite, mais ça fonctionne parfois comme un boomerang. Et alors, je voulais mettre une autre slide, mais finalement, je l'avais éliminée, j'ai eu tort, certainement. En réaction à ce qu'a dit M. Jarry tout à l'heure par l'instant, malgré tout ça, quand même, je dis bien, la gestion ne se portait pas si mal que ça, parce qu'on regarde le niveau des marges. Les niveaux de marge, en fait, d'exploitation, n'est-ce pas? Les marges restent relativement confortables, bien que avec une tendance très prononcée à la baisse. Donc il y a un problème. Lorsque la marge baisse, c'est la marge baisse pour des motifs très divers. Parmi d'autres, il y a les coûts, n'est-ce pas? Les coûts de gestion financière et administrative ont augmenté. Donc je ne culpabilise personne ici dans la salle, mais c'est vrai qu'il faut, comme le disait aussi la même personne, n'est-ce pas, il faut rester raisonnable. Nous essayons à l'AFG de rester raisonnable aussi lorsque nous mettons de la pression sur les émetteurs. Du moins, moi, personnellement, je pense qu'il faut l'être. Il faut être raisonnable parce qu'autrement,
si nous, on n'est pas raisonnable avec les entreprises, les émetteurs, je pense que les investisseurs ne le seront pas vis-à-vis de nous non plus. Donc c'est une chaîne, en fait, qu'il faut maîtriser. Et aujourd'hui, quand même, la rentabilité est un véritable souci. Ça a toujours été un souci, mais en particulier aujourd'hui, avec des marges, en fait, à la baisse et des coûts qui croissent rapidement, notamment dus à la pression réglementaire, n'est-ce pas? Là, on a un véritable problème pour l'avenir. Ça veut dire de savoir, en fait, quelles seront les sociétés qui vont être capables, n'est-ce pas, de faire les investissements nécessaires pour capter, n'est-ce pas, la manne sur le marché. Aujourd'hui, je m'explique, en fait, la marge, en fait, si vous regardez les données que ce soit McKinsey ou des BCG ou l'AFG aussi publie ce type de choses, la marge à peu près a diminué ça a diminué de l'ordre à peu près 20% à peu près, parce que la mesure en termes relatifs. Lorsque vous considérez les volumes, depuis le début de la crise, si on prend une autre mesure, les résultats bruts d'exploitation, n'est-ce pas, la capacité à générer des cash, n'est-ce pas, et à retenir une partie de ces cash, les résultats bruts d'exploitation, les résultats, n'est-ce pas, avant impôt, a diminué à peu près d'un tiers. Alors ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Ça veut dire que, et ce n'est pas à cause du mix, ça veut dire qu'il y a un problème quand même du côté des coûts qui ont augmenté plus rapidement que par les passés. Ça, c'est une tendance des fonds. Et nous, on a l'habitude à l'AFG de dire la rentabilité, d'une certaine manière, elle est garant de la bonne qualité de gestion. Ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, si demain, on venait avoir des sociétés de gestion pas suffisamment rentables, ce serait embêtant, n'est-ce pas? On serait dans les syndromes suédois, n'est-ce pas? Des sociétés de gestion qui gèrent avec à 1-2 points de base, avec des coûts supérieurs, n'est-ce pas? Bon, c'est sympa pour capter des clients, mais à la longue, en fait, ça signifie l'affaiblissement de la qualité de la gestion. Donc, attention à la rentabilité. Je ne passe pas des messages méchants, mais du côté des investisseurs institutionnels, comme le disait monsieur tout à l'heure, il faut rester pas raisonnable, il faut être pragmatique. Et j'ai entendu des bonnes choses sur la gestion. J'ai entendu que nos gérants sont très performants. Espérons qu'ils le restent, mais pour qu'ils restent performants, il faudrait quand même qu'ils soient rentables. Alors, je vais vite parce qu'on me fait signe, en fait, j'étais trop bavard apparemment. Alors, malgré tout ce qu'on a dit, et sachant que les marchés ne se portaient pas si mal que ça, malgré les sorties en France, n'est-ce pas, il y a des facteurs, n'est-ce pas, qui devraient soutenir la croissance et l'évolution du métier à long terme, n'est-ce pas, notamment en Europe continentale, qui a des taux d'épargne plutôt élevés. Ça, c'est un point positif. Quid après de l'allocation? Est-ce qu'on va investir dans des produits bancaires, n'est-ce pas, des livrets A ou des produits des taux quand même faiblement rémunérés sans risque? Deuxième facteur qui peut booster un tout petit peu la chose, beaucoup plus en France peut-être qu'ailleurs, c'est la généralisation de l'épargne salariale. Donc il y a des projets au niveau européen aussi pour développer ça. Troisième, le développement et l'extension du troisième pilier de la retraite, les defined contributions, n'est-ce pas, les fonds de pension à cotisation définie. Donc c'est un sujet quand même qui reste à développer en Europe, surtout continentale. Et après, il y a d'autres types de facteurs, comme l'ouverture à l'international. Donc il y a de plus en plus de sociétés françaises qui s'ouvrent à l'international. Donc ça, il faut le dire aussi, parce que malgré ce que je dis là, on mesurait la collecte au niveau national. Lorsque vous regardez les groupes de gestion français au niveau de la grande cour, on voit quand même qu'il y a 4 sociétés de gestion françaises parmi les 20 les plus grosses au monde. Donc, ne soyons pas misérabilistes, quand même soyons heureux d'avoir des champions. Après, les défis, quand même, vous les connaissez, n'est-ce pas? On a une concurrence exacerbée sur le marché de l'épargne, donc il y a des problèmes dans tous les sens en matière d'équité concurrentielle entre les différents types de produits ou les institutions. Et surtout un durcissement violent de la fiscalité de l'épargne. Je ne dirais même pas durcissement violent, je dirais plutôt à une valse citation, n'est-ce pas? On ne sait pas où on est en matière d'épargne. Souvent, quand même, je pense que les assureurs l'ont bien appris pendant ces 2 dernières années. En fait, ce n'est pas le problème seulement du niveau, mais c'est de ne pas savoir à quelle sauce on sera mangé. Alors, et après, vous avez, je ne vous embête pas, je ne veux pas vous lire la liste parce que je pense que ça représente un chantier très très lourd aussi.
Donc, ce que nous on appelle la cascade en fait, réglementaire, c'est quelque chose quand même qui devient un tout petit peu délirant. On n'est pas encore sorti de UCITS 4, n'est-ce pas, que déjà on est en train de réfléchir à UCITS 5, UCITS 6. On n'a pas fait encore l'évaluation pour donner un exemple, de la MIF 1, où il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a jamais eu d'évaluation d'ailleurs au niveau de la commission, qu'on est déjà sur la MIF 2, etc. Donc il y a un problème en fait de supervision financière, n'est-ce pas, ce que nous on appelle la réforme et la supervision financière, et d'autres débats quand même qui sont un tout petit peu biaisés, qui plombent un peu l'activité aujourd'hui sur le continent. Il s'agit notamment de ce qu'on appelle le shadow banking, et qui touche directement les fonds monétaires, n'est-ce pas. Les fonds monétaires ne sont pas seulement touchés parce qu'il y a un problème, un problème technique, il y a un problème politique des fonds en matière de fonds monétaires quand même qui sont aujourd'hui à tort assimilés à des shadow banking, n'est-ce pas, des banques de l'ombre. Et après, bon, le dernier point que vous connaissez tous bien, n'est-ce pas, c'est cette histoire de solvabilité 2, n'est-ce pas. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on parle de ça. Je n'aimerais pas être à la place de ceux qui mettent en place, n'est-ce pas, les mécanismes informatiques, la matière. Je connais bien les gens de l'FFSA qui s'arrachent les cheveux, n'est-ce pas, en essayant de voir de quelle manière cela va se présenter. Et je vous passe après BAL 3 et toutes les normes comptables, en fait, qui font que, ce qu'on a montré tout à l'heure, l'investissement en actions est, en Europe, aujourd'hui, faible. Voilà. Merci beaucoup.